Voilà, donc ce soir on va parler de chansons, ce qui n'était pas tout à fait évident ni pour moi ni pour Étienne Menu de la revue Audimat, qui malheureusement n'a pas pu venir suite à des problèmes de santé. Donc il s'excuse, mais voilà, on a quand même Audimat avec nous, et puis on a quand même prévu la soirée ensemble. Donc on était très content de collaborer une nouvelle fois avec Audimat. Et donc, en fait, le constat de base avec Étienne, c'est que tous les deux, on venait pas du tout du milieu de la chanson. Et finalement, on s'est un peu repenti. On s'est dit, OK, on débarque peut-être sur ce terrain-là de la chanson, mais qu'est-ce qu'il en reste ? Nous, avec notre bagage musical soi-disant alternatif, etc., quelle image on a aujourd'hui de la chanson, et qu'est-ce qu'il en reste, et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Comment elle s'inscrit dans un univers symbolique français ou international ? Et beaucoup de questions ont commencé à émerger avec Étienne. Et donc on s'est dit, bon, on a besoin de gens avec qui parler, puisqu'on ne pourra pas répondre nous-mêmes à toutes ces questions-là. Et bien sûr, les questions étaient très nombreuses, donc les questions à la fois marketing, les questions symboliques, etc. Et on s'est beaucoup interrogé sur le rapport au rap, le rapport à d'autres esthétiques, et notamment parce qu'on avait beaucoup apprécié, beaucoup rigolé aussi, et un peu philosophé à partir des vidéos de DJ Chelou sur Radio Nova. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous inviter à le découvrir maintenant rapidement. DJ Chelou, en fait, il reprend des morceaux, enfin en tout cas les paroles du rappeur Jul. Jul qui est souvent considéré parfois par l'élite du rap comme le plus mauvais des rappeurs. Et en fait, quand DJ Chelou se l'approprie pour le mettre sur de la chanson française, ça donne quelque chose d'assez étonnant. DJ Chelou présente Nostal Jul. Les plus grands chanteurs français reprennent les textes du rappeur Jul. Avec la reprise de Jul, avec Méga, par Léo Ferré. Avec Méga, on fume, on tease, 4 joints de bœuf s'allument sur les Champs-Élysées. T'as beau me faire les yeux doux, moi, je t'ai pas validé. Les Schmitt sont entrés par la cave et j'ai flippé. Avec Méga, on fume, on tease. On sait c'est qui les vrais qui veulent jouer les mesrines. C'est qui dans la gova avec moi et mes rimes. Ils font tous les mafieux d'Italie, mais ils n'ont pas de quoi se payer un billet pour Bali. Miskin. Nostal Jul avec aussi le tube. Voilà, je vous inviterai à découvrir davantage. DJ Chelou a fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de rappeurs et beaucoup de chanteurs français différents. Mais quand même, au-delà de l'humour, ça pose question des rapports chanson, rap, et puis qu'est-ce qu'on fait de tout cet héritage de la chanson aujourd'hui. Et donc, pour ça, j'aimerais commencer cette table ronde en introduisant Catherine Rudan, qui travaille à la Sorbonne Nouvelle et qui est, comme moi, qui fait partie de ce groupuscule d'universitaires qui travaillent sur la musique et les musiques populaires plus précisément. Et donc, je vais t'inviter à te présenter toi-même, c'est toujours plus sympa, et à présenter aussi tes recherches. Et puis, j'aimerais justement
que tu nous parles un petit peu de comment toi tu en es venu à travailler sur la chanson ou pas, parce que je me souviens justement des discussions qu'on avait eues sur le fait que toi ce qui t'intéressait au départ c'était le rock, et que comme tu t'intéressais au rock français, les gens en fait t'ont mis un peu dans cette catégorie chanson française malgré toi, et à mon avis ça en dit beaucoup sur à la fois d'un côté le rapport à la chanson et le rapport à ce qui serait une forme de francité ou une appropriation très française des musiques qu'on pourrait dire internationales. Merci Michael. Moi je ne dirais pas que j'appartiens à un groupuscule. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et que quand on parle de musique populaire, comme vous dites à volume, et je pense que vous avez raison, quand on parle de musique populaire, on intéresse énormément de gens, et on est très nombreux à s'occuper de ça, que ce soit à l'université ou ailleurs. Par contre, il y a des questions de logique institutionnelle qui font qu'on n'est pas forcément super visible dans l'institution. Et du coup, on peut avoir l'impression soi-même d'être un groupuscule. Vous voyez, on se retrouve presque atomisé par le haut, alors qu'en fait, à la base, on n'est pas du tout atomisé. On est nombreux, on est beaucoup à s'occuper de ça. Avant d'être à la Sorbonne Nouvelle, j'étais à la Sorbonne ancienne, on va dire. J'étais à l'université Paris-Sorbonne, donc Paris 4, une espèce de chose qui existe depuis le XIIe siècle. Et j'ai travaillé en musicologie, donc vous imaginez les gens qui analysent de la musique. Ils analysent Bach, ils analysent Beethoven, ils analysent des compositeurs médiévaux, Machaut, ils analysent Boulez, Xenakis, vous voyez, des gens sérieux. Et puis moi, j'ai été recrutée, et puis on m'a dit, tiens, fais les cours sur les musiques actuelles, on n'a personne, il faut faire un cours quand même en L3. Alors j'ai commencé à faire ça, puis j'ai commencé du coup à travailler sur... donc avant le rock, il y a eu Beethoven pour moi. Et donc j'ai commencé... C'est un rocker quand même, la musique classique. Il n'y a qu'à voir la coiffure. Donc du coup... j'ai commencé à vraiment faire des cours d'histoire et d'analyse musicale, de ce qui se passait en rock, en pop, en soul, en reggae, et ainsi de suite. Et un peu même en rap, même si c'est très difficile à analyser musicalement le rap, c'est un vrai défi. Et du coup, j'ai été étiquetée comme ça parmi mes collègues. Et là, je me suis aperçue que tous mes collègues, tous ces musicologues, tu vois, c'était pas du tout un groupuscule, on était tous intéressés par ça. Ils avaient tous... un tel c'était le prog rock, un autre c'était la soul, un autre c'était... Mais ils avaient tous... Et quand ils me regardaient avec des étoiles dans les yeux, ils disaient « Ah oui, alors tu leur parles de ça ?» Enfin, en fait, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, et c'est un paradoxe qu'on peut retrouver, je pense, à l'échelle de la chanson française. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un petit peu catalogué par le haut, par des institutions, ou par tout ce qui est relais d'information, comme les médias, etc., qui va être stéréotypiquement rangé dans telle ou telle image. Mais en réalité, quand on commence à parler avec les gens de peer-to-peer, de personne à personne, on s'aperçoit que c'est très très large et très très fluide. Et ça n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas si je me suis présentée là. Non, mais si, c'est oui. très bien. En plus, tu as fait une belle analogie entre les Popular Music Studies, qui est le champ dans lequel on s'inscrit, et la chanson aussi... Peut-être tu peux parler un petit peu de cet ouvrage que tu as coordonné avec Jérôme Guibert, et dans lequel tu abordes la question de la chanson et comment tu l'abordes et qu'est-ce que tu en dis. Oui, j'ai une position un petit peu compliquée là-dessus. Donc l'ouvrage, il s'appelle Made in France. Oh, merci. Donc il s'appelle Made in France. Il appartient à toute une collection qui est donc publiée en anglais, parce que c'est comme ça que les choses peuvent circuler internationalement de nos jours. Publié en anglais sur les musiques populaires d'un certain nombre de tous les pays qui veulent participer à la collection. Et c'est écrit par des universitaires, des experts français, francophones, qui ont donc produit chacun un chapitre. Alors peut-être une des choses, il est tout récent, il vient de sortir, une des premières choses que je crois qu'il faut dire sur cet ouvrage, donc co-dirigé... C'est Jérôme Guibert qui a pris l'initiative, qui est sociologue des musiques populaires et actuelles en France depuis longtemps. Et puis, il m'a proposé, j'en étais très flattée, d'être son acolyte et de l'accompagner dans cette aventure qui est une grosse aventure. Il y a une quinzaine de chapitres avec beaucoup de choses. Une des premières choses, c'est qu'on a précisément... La dernière chose à laquelle on a pensé, je l'avoue, peut-être qu'on va choquer certains, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, on n'a pas pensé à la chanson française en priorité. On s'est dit Made in France, Studies in Popular Music.
bon, il y a la naissance du métal, il y a le punk, il y a le rap. On a pensé à des tas de choses, à des tas de gens qui travaillent sur des tas de choses. Et on a envoyé notre projet au directeur de collection, qui sont entre Italie, États-Unis, Angleterre. Ils nous ont dit, but there is nothing on chanson française. Alors, on a fait, ah ouais. Et là, j'ai dit à Jérôme, bon, laisse, je vais le faire. Je vais dire pourquoi il n'y a rien sur la chanson française, ça va être le chapitre sur la chanson française. Bon, finalement, j'ai été un peu moins provocatrice que ça, et j'ai fait un chapitre qui dit la chanson française n'a pas de spécificité musicale. Voilà. Donc c'est un genre sans identité musicale. Et c'est un des deux chapitres, et on a donné la parole à Cécile Prévost-Thomas pour faire un autre chapitre qui était un peu en diptyque avec le mien, parce qu'elle pense que la chanson française a une identité extrêmement forte, musicale et autre. Et donc, il y a deux chapitres qui se contrebalancent l'un l'autre, où en fait, on dialogue autour de cette question sur, mais finalement, quand on dit chanson française, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, parce qu'en fait, moi, j'étais surpris en lisant ton chapitre. Effectivement, l'analyse musicologique des instrumentations, de la manière de produire, etc., montre que finalement, c'est tellement hétérogène d'une certaine manière qu'on a du mal à trouver finalement une direction ou un fil rouge. Et quelque part, ce que tu dis ou ce que tu suggères en conclusion, et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que on peut s'en saisir davantage par le contexte, à la fois médiatique, etc., comme si finalement la chanson était presque plus une étiquette que, on va dire, un contenu sonore, peut-être. Oui, c'est peut-être aller un peu loin. De dire que c'est une étiquette, c'est vrai que moi, je renforçais un peu cette direction dans mon chapitre. Je pense qu'il y a un sens social profond à la dénomination chanson française. C'est ce que Cécile Prévost-Thomas défend comme point de vue, et elle est extrêmement experte et connaisseuse. Donc, il y a un sens social profond. Simplement, moi, comme j'ai cette approche musicologique, j'ai toujours été gênée par le fait que cette étiquette ne corresponde pas à une cohérence musicale. Contrairement au rock, au jazz, au rap, par exemple. C'est ça, moi, qui me travaille comme question. Mais elle, ce qu'elle voit, c'est comment il y a des enjeux symboliques et de signification très très forts et d'identification très forts derrière cette dénomination de chanson française. Donc pas seulement une étiquette. Oui, donc ce serait par exemple un enjeu, notamment au niveau de l'identité française d'une certaine manière, puisque on a des emblèmes. Oui, je pense. Et en particulier autour de la langue française. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on parle de chansons à texte, etc. Mais donc ça reste quand même finalement un cœur assez important dans dans la manière dont est construite la chanson française, aussi en termes de composition, etc. On parle souvent en France du texte avant la musique, etc. Donc après, c'est pas forcément une spécificité française, parce que j'imagine peut-être tu peux nous en parler un peu de comment chaque pays, et notamment en Europe, l'Italie a sa chanson d'auteur, donc c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans d'autres pays. Oui, je crois que c'est justement le mot identité, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que nous avons besoin, nous, êtres humains, je parle anthropologiquement, nous avons besoin de nous identifier à quelque chose. Et que quand on dénommer, c'est un des processus principaux de l'identification, dénommer un genre chanson française permet d'y raccrocher des caractéristiques. Ces caractéristiques, ce n'est pas une opération ni logique, ni mathématique, ni philosophique. C'est une opération humaine d'identification. Et du coup, elle ne tient pas face à la logique. Et moi, comme j'ai l'esprit logique, des fois, ça me défrise un peu. Mais quand on a un esprit plus humaniste, plus subjectif que le mien, et qu'on a envie de comprendre la logique des personnes et de ne pas les mettre sous l'emprise d'une grille logique, ça fonctionne. Donc effectivement, le texte, la langue, ça compte. Ça compte pas plus que dans d'autres pays, mais chez nous, ça a attiré cette dénomination de chanson française. Ok, alors, il est intéressant. Effectivement, on peut toujours déconstruire logiquement. J'avais pas pensé à ça. En tout cas, c'est bien parce qu'on dépasse l'idée que la chanson française ne serait qu'une étiquette commerciale, etc. Et notamment,
enfin, je pense que je vais donner la parole à Laurent, puisque Laurent Bajon de La Souterraine, qui justement est apparu finalement, enfin en tout cas La Souterraine est apparue avec ce positionnement du francophone quelque part non commercial, ou en tout cas par le bas, et quelque part on ne pouvait pas accuser la chanson, ou en tout cas la musique francophone, d'être une simple étiquette à partir du moment où chez La Souterraine, ou en tout cas une étiquette commerciale, puisque chez La Souterraine il y avait un positionnement qui était totalement à rebours de cette idée-là. C'était, pour parler de La Souterraine, c'était surtout l'idée de se dire que la chanson française, c'est une étiquette effectivement médiatique, pour reprendre les mots de Catherine, et que sous cette étiquette-là, il y avait des milliards de chapelles, que chacun pouvait retrouver une partie de soi dans une de ces chapelles, avoir un pied, une main quelque part, et le cœur ailleurs, et ça n'empêche pas de chanter en français. On a fait naître La Souterraine parce qu'on a observé un vrai renouveau au moment où on l'a lancé en 2013-2014 du français dans la musique indépendante et underground française. On a vu des tas de groupes qui émergeaient là et qui se remettaient à chanter en français, ce qu'ils ne faisaient plus pour différentes raisons qu'on n'abordera pas forcément ici. Mais, et du coup, voilà, il y avait matière à faire quelque chose et à dire la chanson française, c'est pas que les illustres anciens qu'on peut adorer ou détester, mais il y a aussi d'autres choses. Ça peut être, on peut le mettre sous l'étiquette chanson française, et tout en étant très influencé par le rock ou par le prog ou par le hip-hop. Et le hip-hop d'ailleurs le hip-hop français a toujours été chanté en français. Il y a très très peu de rappeurs français qui chantent en anglais. Et Vladimir le sait aussi, dans les maisons de disques, on en voit beaucoup. Donc voilà, il y a effectivement cette identité, cette volonté de dire la chanson française, c'est pas une chapelle. Est-ce qu'on écouterait un petit morceau On peut écouter. Alors ça empiète un peu sur la thématique de la prochaine conférence la semaine prochaine, mais peut-être une reprise de Léo Ferré, justement, puisque c'est un peu la thématique. C'est la prochaine compilation qui sort très bientôt, par Pierre Debé, qui a joué le 12 avril ici. Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. L'incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, Debussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Les filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud, des soutiens-gorge au chat, des patrons dans le sud, à Marne et pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée chez MC2. Je suis demain, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi mon amour, viens chez moi, y a du feu. Je vole pour la peau sur l'air des misères. Je suis un vieux Boeing de l'an 89. Je parle à fleur aux dents pour la dernière guerre. Ma machine à écrire un complet tout neuf. Je vois la stéréo dans un des aspects qui, moi, m'avait beaucoup frappé
au moment où La Souterraine est apparue. Et puis c'était cette idée aussi que développait Agnès Guéraud dans son article pour Audimat, c'était cette idée du français deuxième langue. C'était assez frappant, et j'ai l'impression qu'à La Souterraine, je ne sais pas si c'était quelque chose d'explicite ou pas, mais de se dire le francophone est devenu un peu exotique à l'étranger aussi, et d'une certaine manière, chanter en français, c'est pas seulement chanter pour les Français ou les francophones, mais c'est aussi essayer de développer une esthétique qui peut être attractive pour d'autres publics. Oui, je pense que ça l'est, effectivement. C'est aujourd'hui aussi un produit d'exportation, effectivement, pas que pour le marché. Enfin, c'est pas qu'un produit pour le marché intérieur. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui aujourd'hui chantent en français font des tournées, alors plus ou moins indépendantes, plus ou moins grosses, plus ou moins longues, mais vont tourner au Japon ou ailleurs. Donc et je pense que du coup ça s'inscrit pour l'étranger dans cette filiation de la chanson française, c'est-à-dire qu'on se dit c'est français, c'est Léo Ferré, c'est Barbara, c'est Edith Piaf, et du coup ça peut intriguer comme objet, alors même s'il n'a pas de spécificité musicale peut-être, ça intéresse en tant qu'objet et comme langue, comme autre langue musicale. Oui, comme une langue d'expérimentation, finalement, c'était ça qui était assez intéressant. C'était de se dire que, moi en tout cas, je l'ai beaucoup vu dans les interviews que j'ai menées avec des musiciens français qui chantaient en anglais, c'est que pour eux, ils chantaient en anglais parce que le français semblait être un poids formel, en fait, ou une contrainte formelle, alors que tout de suite, quand La Souterraine est apparue, c'était plutôt l'inverse. Il semblait que ça semblait plutôt être une langue d'expérimentation. C'est une langue d'expérimentation, ça n'empêche que je crois que le poids de chanter en français pour tous ceux qui passent au français après avoir chanté en anglais ou qui se mettent à chanter en français, ça reste très lourd, effectivement, parce que c'est se mettre à nu, tous le disent, c'est se mettre à nu, c'est d'emblée faire comprendre les paroles, parce qu'il y a effectivement cette tradition de la chanson française qui continue de peser un peu sur les épaules de tous et qui dit il faut qu'on comprenne le texte, il faut que le texte soit plus en avant, que la voix soit plus en avant d'un point de vue juste musical. Il faut que la voix soit plus en avant pour qu'on puisse comprendre le texte. Et faire passer des mix où la voix est sous-mixée, c'est quelque chose qui est difficile encore pour le marché français, avec un chant en français, parce que le français, le chant en français est difficilement vu comme juste un instrument, comme il peut l'être vu ailleurs. Mais alors c'est difficile pour qui exactement? Pour les ingé sons, pour le public? Pour le public, le public et pour l'industrie musicale. Ouais. Et pour moi. Avant de donner la parole à Vladimir, effectivement, parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, j'étais aussi curieux de savoir, parce que justement Cécile Prévost-Thomas, qui intervient dans le cadre du cycle ici à la médiathèque, elle parle beaucoup de chansons françaises comme un champ existant avec une myriade de labels, une myriade d'artistes, etc., mais que je ne sens pas tant que ça connecté à La Souterraine. Et donc je me demandais dans quelle mesure vous avez une position séparée ou pas vis-à-vis de tout ce champ qui existe, de labels, de médias, etc., qui sont explicitement estampillés chansons françaises. Alors là, c'est une question piège, parce que je n'ai pas l'impression qu'on ne soit pas connecté à ce champ-là, mais le fait qu'on ait cette position de ne pas être un label, de fait d'être juste une sorte de plateforme, un peu d'archivage, il y a à la fois un côté très documentaire, c'est-à-dire documenter la musique française telle qu'elle est aujourd'hui, enfin musique en français telle qu'elle est aujourd'hui, et mettre ça sur une plateforme web. Ouais. Peut-être que ça fait de nous un peu un objet non identifiable. Je sais pas. Ok, non mais c'était une question un petit peu... Mais il n'y a pas de volonté de séparation, en tout cas, d'avec le reste de la chanson en français. Oui, mais en même temps, les compilations que vous publiez, ce sont presque essentiellement des artistes qui sont totalement inconnus, donc qui ne viennent pas qui ne sont pas déjà installés dans le milieu. C'est l'idée de base, effectivement, c'est de sortir des sentiers battus et d'aller soit d'être à l'écoute de ce qui existe, ouais, et du coup de mettre ça en avant, ou de prendre des gens qui sont laissés sur le carreau par le marché. Mais ces artistes-là, est-ce qu'ils intègrent le cercle de la chanson qui
qui vous préexistaient d'une certaine manière. Bah oui, pour certains. Quand on voit qu'un Barbagallo arrive chez Arista, qu'un Chaton arrive aussi chez Arista, voilà. Alors les deux sont des gens qui avaient des existences avant La Souterraine, qui pour certains chantaient en français ou en anglais, si on parle des deux en question là, mais qui en passant à une certaine esthétique pop ou chanson en français, peuvent être récupérés par le marché. Et l'idée de La Souterraine, c'était aussi de faire cet intermédiaire en fait, entre ce qui se passe en dessous, là, les actualités souterraines de Jérôme Guibert dans Magic, et l'industrie musicale. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Vladimir. Oui, effectivement, tu peux prendre un micro. Vladimir, qui travaille chez Warner et qui... bon, je pense que tu peux te présenter ton parcours un petit peu, et puis j'aimerais beaucoup qu'on discute en fait de la différence entre chanson et variété, et voilà d'où ça vient et quelle a été ton expérience vis-à-vis de ça. Bonsoir, donc oui, je suis Vladimir Pandolfo, je suis directeur artistique chez Warner Music France. Et j'ai démarré chez Columbia à l'international, pour être chef de projet, travailler pour les artistes internationaux. Et déjà à l'époque, la stratégie, puisque c'était juste après, quelques années après la loi votée sur les quotas de musique francophone, notamment en radio, il fallait localiser les artistes internationaux. Donc déjà à l'époque, on débattait sur comment faire chanter Tina Arena, qui était une artiste australienne, en français. Comment le premier studio d'enregistrement dans lequel je me suis retrouvé dans ma vie, c'était avec une artiste qui n'était pas très connue à l'époque, je ne sais pas si elle est encore connue actuellement, elle s'appelle Beyoncé, et on avait fait un duo avec IAM pour localiser l'artiste, parce que ce genre d'artiste, c'est très compliqué de les faire exister en France. Quand tu dis localiser, tu veux dire l'intégrer dans le marché, l'associer d'une manière ou d'une autre à une valeur locale. Et la loi sur les quotas a énormément... j'ai beaucoup travaillé pour ça, à l'époque, parce que j'avais un catalogue international, donc très loin, très froid vis-à-vis de la France. Donc il fallait le localiser, et les jeunes vingtenaires, les jeunes trentenaires ou les vieux vingtenaires se rappellent peut-être des nombreux duos à l'époque, Nadia, Enrique Iglesias, où c'était toute cette période-là où on localisait les artistes internationaux. Donc même quand j'étais à l'international, il fallait que je m'intéresse aux francophones. Après quoi, j'ai travaillé aussi au marketing local, donc là pour les artistes essentiellement francophones, avant de devenir directeur artistique, et maintenant chez Warner Music. Et pour faire le lien donc, sur ce que tu disais sur la chanson française, la variété française, je suis ravi de me retrouver dans une médiathèque, parce que s'il n'y avait pas eu des lieux comme ça quand j'étais adolescent, je pense que je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis, et je n'aurais eu aucune culture musicale. Et c'est grâce justement à ces lieux-là de vie que j'ai pu rêver à tout ce que j'écoutais, découvrir tout ce qui était disponible, maudire tout ce qui n'était pas disponible, mais finalement c'était pas mal parce que ça permettait de découvrir d'autres choses, et c'était un peu l'ancêtre de la playlist, quoi. Bon, je voulais Madonna, il n'y avait pas Madonna, il y a Gérard Manset, on prend ce qu'il y a derrière, puis c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Et justement, je rebondis sur ça parce qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans la musique et dans l'industrie musicale, et ce depuis que les magasins de disques, ou une médiathèque d'ailleurs c'est le même cas, existent, c'est ce qu'on appelle le référencement. Alors, tu disais, moi, je suis dans un esprit logique, j'ai besoin que les choses soient claires pour pouvoir obtenir des référencements. Maintenant, c'est très compliqué. C'est pas la classification des éléments périodiques en chimie, donc ça reste de la musique. Et il y a des genres qui sont extrêmement complexes à référencer, et il y a des référencements par défaut. Parler du rock, le rock c'est très clair, on sait où on va, le jazz c'est très clair, on sait ce qu'on y met. Maintenant, il y a aussi des référencements donc par défaut. Pour moi, la chanson française, ce n'est qu'une œuvre interprétée en français. Et après, d'aucuns y ont mis des segmentations ou des hiérarchies. La variété française, c'est tout ce qui est en français et qui n'est pas du hip-hop, qui n'est pas du jazz, qui n'est pas du rock. Ça va aller en variété française. Maintenant, on a hiérarchisé un peu ces genres. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Quand on parle de Barbara, quand on parle de Jacques Brel, quand on parle de Léo Ferré, on parle de chansons françaises. Et puis, au milieu des années 2000, il y a eu ce retour de la nouvelle chanson française avec Vincent Delerme, avec Benabar, avec Biolay. Puis quand c'est Kenji, quand c'est Louane, quand c'est Tal, quand c'est Céline Dion, c'est de la variété française. On fait clairement une différenciation. Et il y a encore
une autre catégorie. Quand on veut quand même dire qu'on a un potentiel de vente, mais en même temps qu'on ne veut pas être associé aux artistes que je viens de citer, on fait de la pop française. Alors moi, je connais à ma petite échelle un seul artiste qui représente depuis plus de 30 ans la pop française et qui a eu un réel succès commercial, il s'appelle Etienne Dao. En revanche, j'ai 5 mails par jour de gens qui m'envoient des maquettes en me disant je fais de la pop française, et je connais qu'une seule personne, c'est Doc Gynéco, qui avait qui avait interprété une chanson qui s'appelait Classez-moi dans la variette dans son album Première Consultation, mais jamais personne ne va se revendiquer comme faisant partie de la variété française, très paradoxalement, alors que quand on prend les meilleures ventes de musique enregistrée, je ne vais pas dire de disques, parce que ça fait un peu vintage, mais oui, on va dire les meilleurs streams, les meilleures ventes, les ventes cumulées, les ventes ajustées, comme on dit dans mon métier. 2015, c'est Kenji. 2016, c'est Renaud. Et 2017, c'est Soprano. Donc on est quand même dans de la variété française ou assimilée. Oui, en plus, je lisais aujourd'hui un article dans Le Monde sur le nouvel album de Maître Gims. Dans cet album, il pioche dans un certain nombre de styles. Et là, d'un coup, Le Monde se pose la question, est-ce que finalement Maître Gims n'est pas un artiste de chanson ou de variété? Mais justement, il y a une ambiguïté, mais c'est ce fait de piocher dans un certain nombre de styles qui le mettrait dans la variété. Donc, quelque part, ça confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un peu une non-catégorie ou une anti-catégorie qui se définit par la distance qu'elle pose vis-à-vis d'autres esthétiques. Voilà, et on a parlé de la world music, c'est un peu pareil. C'est une définition par défaut, et voilà, je m'emmène sur ce terrain-là. Shakira, parce qu'elle chantait en espagnol, c'est une artiste colombienne, a été référencée pendant des années dans les FNAC au rayon World. Parce que c'était... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Shakira est une artiste de world music? J'avoue que je ne suis pas sûr. Et il y a 3 genres, en fait, sur lesquels il y a débat. Il n'y a pas de débat. Le jazz, c'est le jazz. Le rock, c'est le rock. Le hip-hop, c'est le hip-hop. Il y a 3 musiques sur lesquelles on n'arrive pas. C'est des musiques qui sont peut-être moins assumées. Donc, je viens de parler de la chanson française. C'est la même chose dans ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques électroniques. Donc, si je prends juste le terme, ça veut dire musique uniquement faite par des ordinateurs. Mais il y a un mois, Eddie De Pretto a dit... Il n'y a aucun instrument live organique sur mon album. J'ai fait mon album uniquement avec ordinateur. Est-ce que pour autant, il faut classer Eddie De Pretto dans les musiques électroniques? J'avoue que j'en suis pas sûr. Et j'ai pris Eddie De Pretto comme exemple, j'aurais pu en prendre plein d'autres. En revanche, ce qui est amusant avec les musiques électroniques, c'est qu'elles changent régulièrement de nom. Dans les années 90, on disait les musiques techno, house, jungle. Donc la catégorie au Victoire de la musique était là, le meilleur album techno, house, jungle, trance. Enfin, c'était et que le dernier ferme la porte. Dans les années... Après, on a essayé de parler de dance music, mais les gens n'aiment pas montrer qu'une musique est juste faite pour danser, donc c'était un peu réducteur. Et puis, il y a eu le terme barbare Eurodance, qui était très, très mal perçu. Donc, on a dit, on va passer au mot clubbing. Mais le mot clubbing, ça ramène tout de suite au tuning et à la voiture customisée, donc ça ne va pas non plus. Et je suis intimement persuadé que dans quelques années, on aura un autre nom pour les musiques électroniques. Et le dernier genre, et c'est mon favori, parce que j'ai démarré donc avec Destiny's Child, c'est le R&B. Parce que le R&B, dans les années 90, quand c'était le R&B français, bien sûr, on va parler de chansons françaises, le R&B français dans les années 90, c'était Ophélie Winter. Donc elle faisait de la New Jack. Puis dans les années 2000, ça a été Asia, Vita, Kenza Farah. C'était un genre qui était à mi-chemin entre le hip-hop et la pop. Sauf qu'il y a eu tous les sketchs de Gad Elmaleh qui se moquaient de ce mouvement-là, donc le R&B français a été mal perçu. Et depuis, a été un peu discrédité, un peu moqué. Donc évidemment, la génération d'après a dit « je ne veux pas faire du R&B français ». Maintenant, on parle de pop urbaine. Donc je reprends l'exemple. Pour moi, à mon sens, l'icône pop française, c'est Etienne Dao. Quand on parle de musique urbaine, on va parler de PNL, on va parler je vais prendre des exemples récents, de Vald. Donc ça veut dire que Etienne Dao plus Vald, pop plus urbain, ça donne l'artiste Chocolat. Ça donne Marwa Loud, ça donne Maître Gims. Je ne suis pas sûr que ce soit... Donc ce sont des termes derrière lesquels on essaie de cacher tout simplement un mot qui est chanson française et qui pourrait aller à tout le monde. Oui, surtout quand on pense tout simplement au terme chanson, et peut-être Catherine, tu auras quelque chose à dire.
chanson, c'est un format quelque part un format radio aussi, qui a en tout cas des affinités avec la radio, avec une certaine durée d'écoute. Donc, quand on parle de chanson, on pense pas tellement en fait on pourrait ne pas penser qu'il y a autant de ramifications symboliques, d'identification, etc. Parce que ça paraît être quelque chose de l'ordre du format, mais en fait, pas du tout. Ça va beaucoup plus loin. En fait, je vais même être plus large que toi encore, c'est-à-dire que je ne parle même pas de radio, chanson. Si on prend le mot chanson, en musique, ça désigne, en musique avec de la voix, hein, avec du texte, ça désigne quelque chose qui existe dans toutes les cultures et depuis toujours. Enfin, à peu près toujours, pour autant qu'on sache, quoi. Hein, pour autant qu'on puisse remonter dans le passé, il y a eu des chansons. Et ce genre-là, il est fascinant lui-même. Il est fascinant textuellement, il est fascinant culturellement, il est fascinant musicalement, parce que c'est un genre bref et simple, et en même temps qu'il y a certaines chansons qui, pour aussi brèves et aussi simples qu'elles soient, hantent des millions de personnes, et d'autres qui ne le font pas. Et qui hantent des millions de personnes à travers le temps. Et donc ta question, c'était... Oui, parce que, et du coup, chanson française, pour moi, je trouve qu'il y aurait une belle manière d'employer chanson française, donc je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que à partir du moment où il y a des personnes qui, soit en français, mais même pas, je vais peut-être en choquer certains, mais même pas forcément en français, des personnes françaises qui font une chanson et qui la chantent, pour moi, c'est une chanson française. Oui, mais si c'était aussi simple, on le saurait, ça se ferait. Et justement, oui, c'est que tout est entremêlé. Ça pourrait, c'est un peu ce que j'entends aussi dans l'intervention. Moi, j'aime beaucoup. J'ai travaillé parce que j'aime beaucoup essayer de comprendre pourquoi des genres sont dévalorisés. Donc, variété, R&B, et c'était quoi le R&B français, quand c'est du R&B américain, c'est très classe. Oui. Franco-Océane, oui. Ouais, ça dépend. Marwaloud, non. Donc, j'aime beaucoup comprendre pourquoi c'est dévalorisé. En général, c'est pas pour des raisons musicales. Hein. C'est pas le fait de se retrouver propulsé dans un. Tu parlais de Maître Gims et du fait qu'à partir du moment où il s'est référencé, on a commencé à se poser la question de savoir si c'était artistique ou pas. Enfin, je vais mettre avec mes mots à moi, c'est pas tout à fait les mêmes que les tiens. Donc, où en étais-je ? Bon, en fait, je pense que ça s'inscrit aussi quelque part dans une forme de patrimoine, et je pense que c'est Cécile Prévost-Thomas dans son article, enfin dans son chapitre de Made in France qui parle de ça, c'est que finalement, si on parle de la chanson française en général, de la manière la plus large possible, alors bien sûr, c'est problématique que ça n'inclut pas certaines chansons de rap, etc., ou de R&B, alors que c'est des formats courts, simples, chantés en français, ça devrait être de la chanson française. Bon. D'ailleurs, si on pense effectivement au format chanson tel qu'on l'imagine, dans l'imaginaire il est, Eddie de Pretto est bien plus chanson française que n'importe quel autre en fait. Parce que dans la durée, dans le format des chansons, c'est bien plus chanson que je ne sais trop quel autre artiste qui se revendique chanson française. Et lui, il ne se revendique pas de la chanson d'ailleurs. Mais je pense que Eddie de Pretto va être considéré médiatiquement, parce que ça part souvent de là, comme un artiste de chanson française. Pourquoi ? Parce qu'il va passer via certains médias, il va être adoubé par une certaine presse, alors qu'à l'inverse, Danny Briand, qui a pourtant 25 ans de carrière, on va dire il fait de la variété française. C'est vraiment c'est la perception. Je vais prendre un exemple que je prends régulièrement dans les cours que je donne à Sciences Po. Donc j'ai des élèves qui ont une vingtaine d'années, on est à la fin des années 90, c'était des enfants au début des années 2000, et lors du premier cours, je leur dis voilà, qui écoute Velvet Underground ? Donc évidemment, Velvet Underground, c'est super noble, donc il y a la moitié de la classe qui lève le doigt et qui dit moi. Et je dis ok, qui a écouté Laurie ? Puis là, il y a 2 doigts timidement qui se lèvent, et je dis écoutez, statistiquement, c'est très étrange, parce que Velvet Underground, c'est un album qui est sorti à la fin des années 60, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires depuis 50 ans. Et Laurie, qui a vendu essentiellement sur une cible 6-12 ans entre 2001 et 2008, a vendu 6 millions d'unités rien qu'en France. Donc je vais bien croire qu'on s'est à Sciences Po, Paris 7e, etc. Et statistiquement, il y a une erreur. Donc je vous repose la question, qui a acheté l'album de Laurie ? Et là, il y a un peu plus de doigts qui se lèvent, mais je sais très bien que c'est pas assumé. Donc quelque part, c'est le côté variété française
je vais pas dire que j'ai aimé ça. Alors après, il y a tout le concept de j'assume plus ce que j'ai écouté quand j'étais enfant. Et puis après, dans quelques années, quand ce seront des trentenaires, ils auront cet effet nostalgie de rendre ce qui est arrivé à tous les artistes des années 80, ce qui est en train d'arriver à tous les artistes des années 90. C'est ce côté culte qui arrive avec le temps. Mais dès qu'on est dans la catégorie variété française, c'est Vadé Rétro Satanas. Je n'assume pas du tout. D'ailleurs, sur Spotify, il y a quand même une playlist qui s'appelle Session d'écoute privée, qui ne sont que des titres de pop française pour pouvoir aller écouter, mais sans qu'on sache les L5, Tal, voilà. Bon, il y a un certain, c'est sûr que de toute façon, comme dans la plupart des styles de musique, il y a un certain rapport au commerce qui serait, qui dénigrerait l'œuvre des artistes. Et souvent, en tout cas, j'ai l'impression que c'est très lié, ou c'est très présent dans le cas de la chanson française, c'est que ce rapport au divertissement, ce rapport au commerce, est aussi très lié au rapport au corps, c'est-à-dire ce qui fait danser, ce qui est un peu léger, etc. Tout de suite, ça va être beaucoup plus du côté de la variété, alors que la chanson, c'est quelque chose de sérieux, c'est sur le texte, etc. Alors c'est très caricatural ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, que par exemple chez les musiciens que moi j'ai interviewés qui chantaient en anglais et qui ressentaient ce poids du texte, etc., c'était ça. Et en même temps, ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de dansant ou de très chantant en français, ils n'étaient pas à l'aise, quoi, parce qu'ils avaient l'air, ils seraient catégorisés justement de ce côté léger, etc. On pourrait presque revenir à l'expression que Gainsbourg avait utilisée dans les années 60 en disant « je fais de la musique pour alcôve bêcheuse ». Et en fait, je parle de Gainsbourg et des années 60 volontairement parce qu'en fait, la formule chanson française, elle est apparue à ce moment-là. Et elle est apparue à ce moment-là, je voulais revenir un peu là-dessus par rapport à d'autres choses que nous avons dites pour l'instant, c'est que je pense que ce n'est pas seulement une question de goût assumé ou pas assumé, il y a vraiment on pourrait dire des relations de pouvoir culturel qui jouent. Et les genres musicaux essayent de se mettre du bon côté des relations de pouvoir culturel. Et quand Gainsbourg a inventé, enfin, il n'a pas inventé, c'était une émission avec Denise Glaser à Discorama, je ne sais pas si ça dit quelque chose à des personnes ici. Donc il n'était pas encore basculé du côté poupée de cire, poupée de son, du côté France Gall. Il était encore en train de faire Gainsbourg confidentiel, des choses comme ça. Et Glaser lui parlait de la nouvelle vague. Et Morin n'avait pas encore étiqueté le yéyé en tant que yéyé, puisque c'est Edgar Morin qui a inventé le terme yéyé. Donc on était juste à cette période-là où le yéyé existait sans avoir encore son nom, et où il y avait des personnes qui faisaient de la chanson avant que le yéyé débarque, et qui ne la faisaient pas du tout de cette manière-là. Et Gainsbourg faisait partie de ces personnes qui faisaient de la chanson autrement. Et c'est là qu'ils disaient pour alcôve bêcheuse, et c'est là qu'ils ont commencé à dire la chanson française, et que Glaser l'interrogeait, mais quel est l'avenir de la chanson française? Et qu'il disait, mais l'avenir de la chanson française est à faire, et moi je vais le faire. Sauf qu'en fait, il a changé d'idée, et après il a fait un genre de yéyé, mais à sa manière. Oui, en plus, Gainsbourg, il y avait un colloque il n'y a pas longtemps à la Sorbonne sur Gainsbourg. C'était assez fascinant puisque finalement, la chanson française, ou en tout cas les musiques en France plutôt, plus généralement, elles ont un peu parfois du mal à se dépatouiller de l'héritage international ou de la chanson, des chansons en anglais. Et justement, Gainsbourg a été assez fin dans cette appropriation-là des genres étrangers, notamment dans sa manière de chanter le français. Donc on le voyait, c'était la présentation de Kirk Anderson, je crois, sur la manière dont Gainsbourg change la prosodie du français pour pouvoir la faire coller sur des instrumentations plutôt rock, etc. Et il y a un vrai travail sur la langue pour finalement trouver des médiations, des manières de l'adapter. C'est-à-dire continuer de chanter en français, continuer mais de faire évoluer cette langue dans la manière de la chanter. C'était pas seulement continuer de chanter en français, c'était vraiment à la fois s'inscrire pleinement dans les influences pop venues d'Angleterre, et à la fois s'inscrire pleinement sans le dire, et en faisant semblant que non, en affichant que non, dans une facture textuelle qui était vraiment directement héritée de la facture des cabarets parisiens rive gauche de l'après-guerre. Et en reprenant des ambitions poétiques extrêmes, mais sans le dire, c'est étonnant ce qu'il a fait. Ouais. Et puis des rimes de l'intérieur du mot comme Brassens, un vocabulaire, un lexique extrêmement sophistiqué, comme chez Brel ou chez Ferré, des anglicismes qui venaient rimer avec des mots français, ça c'était comme Ferré aussi,
Et tout cela dans des chansons dont l'accompagnement était extrêmement pop, et puis qui convoquait aussi le pop, mais alors vraiment le pop au sens historique, hein, le pop anglais, d'un tas d'autres manières, y compris dans les choristes féminines qui chantaient en anglais derrière, souvent d'ailleurs. Voilà. En plus, c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup. Je pense que, voilà, et notamment, on le voit parce que c'est ce qu'aborde Olivier Julien dans le livre Made in France, quand il parle de Gainsbourg. En tout cas, il dédie un chapitre à Gainsbourg et il dit, il montre en fait comment Gainsbourg évolue vers cette espèce de parler très étrange, très singulier, notamment sur l'album Reggae, et comment les Jamaïcains hallucinent complètement en voyant comment ce Français débarque et dépose ses mots un peu comme ça, mais finalement ça fonctionne quand même. Et quelque part, j'ai pas envie de dire qu'il l'emprisonne, mais en tout cas, il fait du français cette langue parlée un peu nonchalante, un peu singulière sur ses instrumentations quelque part internationales, pop, et il garde l'anglais pour ces moments chantés très mélodiques, les refrains, les choristes, etc. Et c'est pas un hasard, à mon avis, qu'aujourd'hui, on ait cette division très forte dans la pop française, dans la variété, où on a des refrains qui sont chantés mélodiquement avec beaucoup de puissance, beaucoup d'emphase, et des couplets plutôt scandés ou parfois parlés, susurrés, ou en tout cas, il y a une vraie division là-dessus. C'est exactement l'album de Charlotte Gainsbourg que tu viens de décrire en fait. C'est exactement ça. Charlotte Gainsbourg, Tal, on a beaucoup d'exemples comme ça. Je rebondis sur ce que tu dis sur la voix. Là, je parle que de la vision que j'ai moi, mais j'ai l'impression que la voix, en tout cas en tant que coffre, puissance, c'est pas une symbolique des années 60. Avant Brel, Édith Piaf, on est dans l'interprétation, dans la voix, mais la variété française, comme on l'entend, avec justement ce côté chanteuse à voix, pour prendre cette expression, c'est après la vague américaine de Barbara Streisand, Whitney Houston, qu'on va chercher des réponses françaises à cette formule très américaine de chanteuses divas qui vont, Maria Carey, qui vont justement tout envoyer dans le refrain. La power ballade. La power ballade. Et que dans les années 60, 70 peut-être un peu, mais quand on écoute France Gall, quand on écoute Françoise Hardy, quand on écoute Sheila, on n'est pas dans cette surinterprétation. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. Et ça fait partie de ce que j'appelle moi les French answers. C'est-à-dire, on va chercher, et c'est quand j'ai parlé de localiser tout à l'heure, on va aller chercher parce que l'artiste international ne peut pas aller à Rouen, ne peut pas aller à Orléans. Je dis ça sans mépris, c'est un constat. On va aller chercher l'équivalent en France. Justin Timberlake qui ne peut pas aller à Orléans. Bon, bah, y a Matt Pokora. Rihanna et Beyoncé ne peuvent pas faire les enfoirés. Il y a Tal et Shaim. Ou Lenny Kim dont je parlerai tout à l'heure. Mais on est justement sur cette French answer, c'est-à-dire qu'il y a cette problématique de quota en France, enfin, qui est, le mot problématique, c'est pas une problématique, c'est une loi qui défend la francophonie. Et il y a en plus le fait qu'en France, quoi qu'on en dise, on parle moins bien anglais qu'en Suède ou que dans d'autres pays. Donc il faut localiser tout ça et avoir l'équivalent qui existe. Oui, je voudrais rebondir sur cette histoire de voix, parce que là aussi, je crois qu'on peut aller encore plus loin que cette analyse à laquelle je souscris en même temps. C'est que, en fait, des grandes voix, il y en avait plein. Et il y en a eu, mais tu nommes quand même bien un avant-après qui est important, mais pour moi en termes de changement de technique vocale, de paradigme vocal. C'est-à-dire que la grande voix, c'était la voix souple, légèrement vibrée, qui ressemblait presque à une voix lyrique, à une voix d'opérette, ou alors parfois une voix très typée façon Piaf, mais si on écoute que ce soit Damia ou que ce soit... par exemple, Tino Rossi, c'est une voix d'opérette. C'est une voix D'ailleurs, il chantait aussi dans les opérettes. Bref, tout ça pour dire que c'était de la voix lyrique, à peine un peu atténuée, un peu moins projetée, mais ça restait une voix avec les mêmes critères de
de beauté, de réussite que la voix lyrique. Et en fait, je pense que le avant-après que tu dénommes, quand tu dis, bon, après, il y a eu les French Answers, c'est ça que tu dis? Je pense, oui, quand on parle des Lara Fabian, oui. Des imitations, en fait, ou des réponses. Des imitations, c'est... Des répliques, comme dans un séisme. Alors, quand on parle de ça, on va... C'est pas moi qui ai dit ça. On va dire... Mais moi, j'ai fait des articles là, sur Lara Fabian. J'aime bien ça. Bon, bref. Donc, en fait, ce sont des techniques vocales qui sont différentes. C'est-à-dire que c'est une technique qui est reprise de la voix soul américaine. Donc, en fait, il y a la voix gospel soul, qui est gospel d'abord, soul très vite, qui vient irriguer toute la pop anglophone aussi, avec des techniques que bon, je ne vais pas développer ici, mais du belting, enfin des placements de voix qui sont absolument pas du tout le placement lyrique, qui existe aussi dans le jazz, par ailleurs, mais pas toute la voix jazz. Et ça, ce sont des couleurs vocales très très différentes et qui viennent modifier beaucoup le paysage vocal en France par le biais de ces réponses. Ouais. Oui, les French Answers. Voilà. Alors que, pour le coup, on peut trouver une exception assez étonnante, mais c'est celle de Maître Gims, qui fait quand même une carrière incroyable et qui travaille sa voix baryton sur le mode lyrique depuis des années déjà, depuis qu'il a commencé en fait dans le 3e arrondissement de Paris, mais c'était en tout cas présent dans l'article du Monde que j'ai lu aujourd'hui. Donc quelque part, c'est pas quelque chose qui a complètement disparu, mais bon, on peut bien sûr le voir comme une exception qui confirme la règle. Je dirais pas ça. Je pense que les chanteurs qui travaillent leur voix en voix lyrique, il y en a certainement plus que ce qu'on sait, oui. N'emploient pour autant pas la technique lyrique quand ils sont avec un micro. Sinon, c'est vrai. Ça serait pas possible. En fait, une voix lyrique, c'est fait pour que c'est une technique vocale qui permet d'amplifier naturellement la voix, antérieure évidemment à l'arrivée de l'amplification électrique. Bien sûr. Donc, peut-être un dernier élément avant de passer la parole au public. Comme on a parlé des yéyés, j'étais très étonné et très agréablement surpris de lire cet article de Sofiane Fanen dans Les Jours sur est-ce que les rappeurs sont les nouveaux yéyés, les rappeurs français. Alors c'était assez intéressant parce que c'était lié au support en fait, la question du support par lequel circule cette musique, donc qu'on l'appelle hip-hop, rap français, et puis d'un autre côté chanson, parce que d'un côté on sait que donc ça c'était un article de Libération où en fait Vianney, qui est plutôt considéré comme chanson française, un peu à la papa on pourrait dire, vend énormément en CD. Tandis que ce qui est plutôt variété hip-hop, c'est du streaming en très 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 grande partie. Et donc finalement le parallèle avec les yéyés pour les rappeurs, c'est que les yéyés ont explosé bien sûr pour des questions esthétiques, une appropriation esthétique particulière, mais aussi on sait, salut les copains, et puis évidemment l'arrivée du transistor. Et là on voit que bien sûr ceux qui caracolent en tête des ventes streaming, ce sont les rappeurs français. Et voilà, est-ce que la chanson française n'a pas trouvé son support, ou en tout cas c'est une question qu'on peut se poser. À chaque révolution technologique, il y a eu ce débat-là. Donc chaque fois qu'il y a eu une évolution, je vais prendre un exemple, c'est donc l'apparition du CD à la fin des années 70 pour les plus précurseurs. Les premiers à consommer des CD, c'était un lecteur CD à l'époque, c'était très cher. Il y avait très peu de supports édités de genres musicaux édités en CD. Les ventes qui ont explosé, c'était les ventes de classiques et de jazz, parce que c'était les gens qui avaient peut-être qui étaient peut-être un peu plus aisés et qui pouvaient aller vers le CD. Est-ce que ça veut dire que plus tard, l'essentiel des ventes de CD s'est fait sur le classique et jazz? Évidemment, non. Ça a été la même chose dans les années 90, quand certaines radios se sont spécialisées dans des genres bien précis. Je pense à une radio comme Skyrock qui est allée plus vers le rap. On a dit aussi, la variété à papa c'est mort, maintenant c'est le hip-hop, parce qu'il y avait déjà du rap à l'époque, maintenant c'est techno, trance, jungle, musique électronique. Et puis 95, Céline Dion 2, Lara Fabian. C'est cyclique et ça dépend aussi du degré d'adaptation des personnes. Quand on parle aujourd'hui du streaming, c'est une clientèle qui est plutôt jeune, qui donc a plus tendance à aller écouter ces musiques-là, et surtout qu'ils vont les écouter différemment.
La personne qui va écouter du Vianney sur une plateforme de streaming légale, en général, elle a... Bon, c'est une cible très large, Vianney, mais je pense qu'en moyenne d'âge, elle a plutôt une trentaine d'années, elle travaille, elle a des enfants, donc elle va écouter de la musique, soit dans sa voiture, soit en faisant le ménage, comme font la plupart des gens. Et ils vont écouter l'album de Vianney une fois dans la semaine. Un enfant de 8 ans qui va écouter Nino ou Jul ou Maître Gims, on a tous été enfants, on est dans une médiathèque et je pense qu'on a tous aimé la musique et on a tous écouté la même chanson en boucle adolescent. À l'époque, ça changeait pas grand-chose parce que l'album de I.Am était acheté et l'album de Céline Dion ou de Francis Cabrel aussi, peu importe le nombre de fois où vous l'écoutiez. Aujourd'hui, c'est une rémunération et un système au clic. Donc, le mode de consommation va être différent. Et aujourd'hui, c'est vrai que les musiques urbaines et dans une moindre mesure les musiques électroniques sont surreprésentées sur les plateformes de streaming. Maintenant, rendez-vous dans quelques années quand ce sera l'usage, comme quand le CD a explosé, quand ce sera la méthode d'usage principale de la musique enregistrée, je pense qu'on va aller vers des genres plus ou moins grands. Mais ce que tu me disais dans les discussions qu'on a eues, c'était que lors d'une sortie d'album, la question de la catégorie est hyper importante parce qu'il y a des tags sur les plateformes et qu'on labellise. Oui, donne... alors ça effectivement, parce que la problématique du référencement, elle continue d'exister. C'est-à-dire qu'elle était à la médiathèque dans les années 70-80, elle était dans les FNAC avec le référencement. Alors j'ai parlé du référencement par genre, mais il y avait aussi en 84 avec l'apparition du top 50, un référencement qui était très cruel par nombre. Hein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 des ventes, avec celui qui vend le plus et le plus exposé. Et aujourd'hui, avec le système de la playlist, il y a de l'éditorial dans les plateformes de streaming, et vous avez certains artistes qu'on va mettre dans fresh rap, urban pop, et on va à nouveau les catégoriser, et il va y avoir la playlist qui est cool, et puis il va y avoir la playlist du moment qui est plus mainstream, comme à l'époque, écouter Génération, c'était plus cool qu'écouter Skyrock, parce que c'était plus pointu. Mais pour la chanson, là, en l'occurrence, comment tu le perçois ? En ce moment, pour la chanson française, c'est plus difficile sur les plateformes de streaming parce que justement le public, et quand on a donc les streams, c'est immédiat, hein, les résultats toutes les semaines on les a, c'est encore plus immédiat que pour l'instant, c'est la musique urbaine qui est entre guillemets surreprésentée. Donc c'est vrai que la chanson a moins de place en ce moment et moins exposée que la musique urbaine. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir Juliette Armanet, Claria Luciani, Eddie De Pretto. Par exemple, lors d'une sortie, vu qu'il y a un flottement, on va dire des frontières entre chaque artiste, est-ce que justement au moment de la sortie, tu te dis en fait, on va pas l'estampiller chanson parce que c'est pas un tag vendeur d'une certaine manière. Alors sur les plateformes de streaming, on ne voit pas le genre. En revanche, sur iTunes, par exemple, il y a toujours ce système de référencement. On est obligé de passer par là. Encore une fois, la musique, ça ne se catégorise pas, ça se ressent. Ça, c'est un discours personnel. Après, en tant que professionnel de la musique, on est obligé de donner un genre. Que ce soit dans le magasin, ou que ce soit dans la catégorie pour les victoires de la musique, ou que ce soit Energy Music Awards. En même temps, en tant qu'auditeur, on n'est pas obligé. Et quand on cherche un artiste par nom, par exemple, on échappe complètement à cette espèce de question cruciale et tenaillante qui doit être la vôtre quand vous dites... Oui, mais quand on cherche un artiste par nom, on s'adresse quand même à des gens qui sont suffisamment curieux pour aller chercher tout ça. Aujourd'hui, certes, il y a des outils qui sont plus simples, il y a Shazam, il y a des manières un peu plus modernes et plus rapides d'aller vers un artiste, mais paradoxalement, il y a aussi un autre phénomène qui est le phénomène de la playlist, qui fait que les gens, aujourd'hui, on revient, alors c'est paradoxal, à une culture du morceau contre la culture de l'album. C'est le système de la playlist, qui fait que on va aimer un titre, mais on va pas forcément suivre après la carrière de l'artiste. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi à appréhender pour nous, parce que ça suppose quoi ? La livraison permanente de morceaux qui soient efficaces contre l'idée de rentrer dans un album. Maintenant, il y a eu le même problème dans les années... Enfin, c'est pas un problème, c'est un état de fait. Je m'exprime mal. Oui, c'est un défi. Dans les années 80, où il y avait une succession, voilà, Désirless, puis François Feldman, puis Début de soirée, et puis au milieu de ça, il y avait Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Alain Souchon, qui ont explosé, qui ont continué des carrières et qui ont fait des albums. Ce sera la même chose actuellement. Il va y avoir des gens qui auront un morceau qui va marcher pendant 6 mois, et puis des gens qui vont faire carrière. Aujourd'hui, j'avoue que je suis incapable de dire
qui de toutes ces personnes-là pourra éventuellement durer. Mais ça, c'est toujours le cas. Mais toujours est-il que oui, moi je crois au retour de toute façon foncièrement de la culture de l'album, encore plus en chanson française, mais on est dans cette période un peu intermédiaire. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi une sous-représentation du genre chanson française, autre que variété française dont on parlait tout à l'heure, sur les plateformes légales de streaming aussi. Je pense que, et pour voir le bout de ma lorgnette, je pense que... si, on l'entend, pardon, je croyais qu'on l'entendait pas. La partie souterraine que nous, on voit, elle est pas ou très peu présente sur ces plateformes-là. Et je pense que ça incite pas non plus à la sérendipité d'aller voir, par le biais d'une playlist justement, de retrouver tel ou tel artiste et de s'approcher d'un autre genre. Donc par exemple, vous allez les artistes que vous allez promouvoir, vous les mettez, vous les croisez comment en fait? C'est quoi le cheminement pour Alors c'est beaucoup par courrier électronique, des gens qui nous envoient un peu comme des bouteilles à la mer des chansons ou des titres en pré-écoute, le plus souvent autoproduites, parce que la simplification des moyens de production fait que tout le monde, et peut-être beaucoup ici, s'enregistre chez soi avec pas grand-chose. Et voilà, comme disait Edith de Pretto, tu disais tout à l'heure pour Edith de Pretto, il n'y a pas d'instrument organique dans sa musique. Donc oui, il y a beaucoup d'autoproduction. Et du coup, c'est des choses qui, même par notre biais, n'arriveront jamais sur les plateformes légales, sauf si les gens font la démarche eux-mêmes d'aller... Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ah non, on peut tout à fait. Mais... Absolument. Mais du coup, les plateformes légales de streaming occultent aussi une partie de cette production et de cette écoute-là qui peut être faite autrement. Alors, oui et non. Pour répondre sur les faits de l'exposer les musiques un peu plus souterraines ou alternatives ou... j'aurais dit oui il y a encore 5 ans. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de fabriquer des CD, de se produire, d'être référencé dans des grands magasins, encore plus dans des supermarchés. Là, on regarde demain ce qu'on appelle la New Music Friday, les nouveautés du vendredi sur Spotify. Je prends cette plateforme-là parce qu'elle est beaucoup plus élitiste, si je puis me permettre. En tout cas, aujourd'hui, 26 avril 2018, elle est beaucoup plus élitiste que d'autres plateformes. Et dans le New Music Friday, on peut retrouver des titres d'artistes qui sont sur des tout petits labels, parce que ça va être un coup de cœur éditorial, et ne pas avoir des grosses armadas, parce qu'il va y avoir, on va dire non, ça c'est pas pour notre public. Parce que justement, aujourd'hui, le public de cette plateforme-là est très spécifique. Alors, je ne sais pas si ce sera encore le cas dans 5 ans, mais je pense à Chaton, par exemple, qui a démarré dans la New Music Friday quand il était tout petit encore. Chaton n'était pas une découverte de la souterraine? Bah si. Il nous a envoyé ces trucs comme une bouteille à la mer au mois d'août de l'année dernière. Avant ou après qu'elle écrive pour Jennifer? Ah non, après. Quand il était Chaton, pas quand il était Siméo et qu'il faisait ces trucs dans son coin. Quand il faisait son dub en français. J'aimerais bien avoir des questions de la salle, peut-être. Oui. Désolé, je suis déjà intervenu. Je suis devant des universitaires, vous ne pensez pas qu'un concept ne doit pas être suivi d'un adjectif? Donc moi, je préfère parler de la chanson. La chanson, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se chante. Bon. Et ce que j'aimerais bien, par exemple, ceux qui confondent musique et chanson, je leur conseille de faire la 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 toute la journée de demain. Ils verront comme ça qu'il y a une différence. J'aimerais bien qu'on s'intéresse plus à ce qui se chante collectivement, dans des centres aérés, dans la rue, dans des partis, parfois dans les familles, etc. Si possible, avec des statistiques, etc. Dans les champs. Voilà. Ce qui se chante collectivement. Par contre, ce qui s'écoute, avec Bertrand Dical, je dis que ce sont des écoussons, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'il y en a des millions de choses qu'on peut écouter. Mais si vous pouviez aussi trouver des concepts différents pour l'écousson dont on comprend le texte, l'écousson où il n'y a pas de texte, l'écousson dont on ne comprend pas le texte, etc., ça serait bien. J'aimerais bien que vous inventiez des concepts. À vos ordres. J'aimerais bien. Bon, en tout cas, la question du phénomène collectif, c'est quelque chose qui n'est pas forcément déjà facile à
à étudier. Bon, là, je parle du point de vue des universitaires parce que ça demande un travail de terrain extrêmement conséquent. Donc parfois, les acteurs de terrain ont beaucoup plus d'expérience que nous. Effectivement, les gens qui travaillent dans des centres aérés, etc., c'est des manières de vivre la musique. Et je sais pas... bon, je vais sortir un exemple comme ça de mon chapeau, mais je pense beaucoup aux alliances françaises et comment elles utilisent les chansons en français. Donc je ne vais pas les appeler les chansons françaises parce que justement, bon, on a débattu sur le côté délicat de cette catégorie, mais disons que en fait des chansons de variété, des chansons qui passent à la radio, etc., qui sont enseignées, qui sont utilisées comme support d'enseignement dans les alliances françaises à travers le monde pour aider à l'apprentissage du français. Et on le voit dans les commentaires YouTube où les gens parfois disent likez, cliquez sur like si vous avez découvert ça dans vos cours de français. Et là, il y a plein de gens qui like, il y a 300 likes, etc. Donc il y a quand même effectivement, j'imagine, plein de choses à faire pour voir comment la chanson française ou les chansons en français participent de phénomènes collectifs. Donc bien sûr, on peut penser au concert et la manière dont les gens chantent en chœur. Alors moi, je conduis une étude actuellement, mais j'ai pas encore tous les résultats que je veux sur justement la propension des gens à chanter en chœur dans les concerts lorsque ces concerts sont en français ou en anglais. Donc voilà, je fais des enquêtes là-dessus, mais je peux... A priori, il y a une plus grande propension... il devrait y avoir une plus grande propension en français, mais des premiers résultats que j'ai, c'est pas le cas. Mais bon, c'est parce qu'aussi les gens ont une manière de s'approprier l'anglais de plein de manières. Puis des fois, les gens fredonnent juste, ils n'ont pas besoin de connaître le texte. En tout cas, ça pose des questions sur le rapport au texte, le rapport à la compréhension. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. J'aime bien Chanson et Écousson, c'est drôle. Et puis j'aime bien Bertrand Dical. Alors je suis contente de savoir que ça vient aussi se partager avec vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je crois aussi que là aussi il y a des nuances. Et dernièrement, j'ai vécu une expérience qui m'a complètement déstabilisée. C'est que j'ai une fille de 15 ans qui adore une série qui est en japonais, sauf erreur, qui s'appelle Love Live. Je ne sais pas s'il y en a qui voient. Et donc, elle regarde ça avec ses copines. Hein. Donc, c'est pas un collectif de mariage ou de... mais c'est un collectif quand même. Elles sont 4-5 à regarder ça. Et elles chantaient, mais à la note et à la virgule près, toutes les chansons qui sont entremêlées avec les dialogues. Elles connaissent très bien, elles le chantent très juste. C'est des mélodies incroyables, très bizarres, parce que c'est pas de la pop, c'est pas de la façon chanson. Moi qui dis qu'il n'y a pas de style chanson. Ça ressemble à rien de ce que je connais, et elles connaissent par cœur et elles le font ensemble. Donc je reviens un petit peu sur cette affaire d'identification dont je parlais tout à l'heure. Je pense que dès qu'il y a une accroche d'identification par rapport à un acousson, les personnes en font des chansons. C'est-à-dire la chose, elle se fait, quoi. Enfin, l'écousson qu'on aime, on le chante. Enfin, vraiment, ça, j'ai une conviction là-dessus. Alors, j'ai pas fabriqué de concept, j'ai utilisé les vôtres. Et pour reprendre ce que tu dis, il y a l'importance aussi de l'onomatopée, parce que vous parlez des chansons dans les centres aérés ou dans les écoles. On a remarqué, et justement, ça traverse la barrière de la langue, que une chanson comme Papa Outé de Stromae, c'était très gimmick et c'était très facile à chanter. Et plus il y a d'onomatopée dans une chanson, peu importe la langue, c'est pour ça qu'il y a souvent des chansons en espagnol, des chansons dans des langues africaines qui sont apprises comme ça dans les écoles maternelles ou dans les centres aérés. Et pour faire le lien, parce que vous avez parlé aussi de chants partisans, il y a une série en ce moment qui cartonne sur Netflix qui s'appelle Casa de Papel, qui est une série qui est un carton sur Netflix, qui utilise la chanson partiste italienne très engagée Bella Ciao. Et Bella Ciao est en train de redevenir, il a été remixé dans des versions beaucoup plus électroniques, donc actuellement extrêmement joué sur des radios très populaires comme Énergie et écouté par des gens qui n'ont aucune idée de la signification de la chanson. Et pour relier vos deux thèmes, c'est en train de devenir un hymne de cours de récréation parce qu'il y a ce côté onomatopée, ciao, 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 qui cartonne. Donc j'ai essayé de lier aussi vos deux...
Après, pour revenir sur les chansons du quotidien, de tous les jours, il y a aussi plein de gens, si je pense au collectif La Novia par exemple, qui utilisent ces chansons folk populaires en français de façon des chansons pour travailler dans les champs et qui les remettent au goût du jour, souvent dans des patois locaux, et du coup qui utilisent aussi des instruments anciens, la vielle à roue, avec d'autres choses à côté, une basse, une batterie, si je pense à France qui joue ce soir. Enfin voilà, mais qui chantent pas. Alors ils sont un peu, ils sont à part. Oui, tu veux y aller, Michel, c'est ça. Mais voilà, il y a aussi des choses qui existent toujours. Alors certes, ça reste assez confidentiel. Et La Féline avait repris Le Roi a fait battre tambour. Enfin voilà, il y a des reprises de chansons ancestrales comme ça qui continuent d'exister et qui sont du coup qui peuvent être réappropriées aussi par un public plus jeune parfois. D'autres questions? Un colloque sur Gainsbourg, vous pouvez préciser un peu? Oui, alors c'était un colloque qui était organisé par l'IREMUS, c'est ça, hein, donc, enfin, plus particulièrement par Olivier Julien. Olivier Julien est un musicologue français donc, de la Sorbonne qui a beaucoup travaillé sur Gainsbourg, que vous retrouvez dans l'ouvrage Made in France, qui est là, je sais pas, vous l'avez pas, la médiathèque Made in France? Peut-être pas encore. Bon, mais voilà, ça fait partie de ces musicologues français qui a beaucoup travaillé aussi sur les Beatles. Il a coordonné un numéro de notre revue volume sur les Beatles. Et voilà, c'était quand même un colloque de 3 jours entiers avec des chercheurs du monde entier qui ont un peu brassé. Ils sont intéressés un peu à toutes les facettes, je dirais, de l'œuvre de Gainsbourg. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez savoir plus précisément? Parce que c'est un... Ah oui. Oui, le programme. Probablement encore. Probablement il y aura des actes. J'étais dedans. Je peux pas. On n'en a pas encore parlé, mais c'est très, très vraisemblable. En tout cas, c'était, à mon avis, Gainsbourg est une pièce maîtresse de quelque part du débat qu'on est en train d'avoir, puisque effectivement, d'une certaine manière, il vient de cette tradition la plus pure, on pourrait dire, qu'on identifie comme la chanson française. Il s'en est détaché progressivement, mais tout en gardant cette approche par le texte, ou en tout cas, il arrive à attirer son public vers le texte, et tout en ne le prenant pas très au sérieux non plus, et en arrivant à le coller sur des esthétiques constamment en évolution jusqu'à la disco vers la fin. Et voilà, à mon avis, il avait fait beaucoup de travail en amont, je dirais, pour les artistes d'aujourd'hui. D'autres questions? Bonsoir. En fait, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait, selon vous, pas vraiment la chanson française n'était pas vraiment définissable. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des instruments de musique et par extension, du coup, des styles de musique? Je pense à l'accordéon qui est souvent associé à la musique française dans le monde. Et justement, est-ce qu'il y a des marqueurs quand même musicaux depuis le début de la chanson commercialisée, on va dire, qui sont propres à la France, et ce que ça donne aujourd'hui en fait? Oui, en fait, il y a l'accordéon, il y a le 3 temps, le fonctionnement à 3 temps, la valse, le tango aussi, bizarrement, le jazz, qui peut fonctionner comme ça, comme un peu des marqueurs, mais aussi des marqueurs et aussi des réducteurs, en fait, de ce qu'on entend par chanson française. C'est-à-dire que si on pense dans ces termes-là, on va certes aller au cœur de certains répertoires. La chanson réaliste, je prends l'accordéon, c'était votre exemple, la chanson réaliste des années 30, et puis on va retrouver l'album Barbara chante Barbara, il y a de l'accordéon. On va trouver aussi, j'avais fait un petit peu une généalogie, ah oui, évidemment Piaf, l'accordéoniste, et puis un certain nombre de chansons où il y a de l'accordéon, et puis on va trouver Gainsbourg pour Gréco, accordéon. Et puis on va trouver ensuite Renaud, on va trouver les têtes raides qui vont... et ça devient un instrument emblème, un peu comme la guitare électrique serait un emblème parmi d'autres possibles du rock.
Et en fait, c'est ça qui est un petit peu... si vous prenez, par exemple, Brel, je ne suis pas très sûre, je n'ai pas dans la mémoire de l'accordéon chez Brel. Enfin, oui. Si, ouais. Oui, Vesoul. D'accord. Mais si vous prenez Les Vieux Amants, si vous prenez oui, X chansons qui sont des fleurons. Si vous prenez l'orchestration pour Ferré Avec le temps qu'on a entendu tout à l'heure, vous voyez, avec le temps, vous prenez des fleurons, vous ne l'avez pas. Vous voyez, c'est ça. C'est quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut être logique avec la musique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, quand vous dites accordéon, quand on dit aussi 3 temps, etc., on est sur un peu des métonymies. Il y a des chercheurs en musique populaire qui disent des synecdoques. En fait, on prend un élément et on dit voilà, ça c'est mon point de repère. Alors oui, c'est un point de repère, et en même temps, à un moment donné, il devient dangereux parce qu'on s'arrête là. Oui. Je rajouterais dans les styles français qui s'exportent, paradoxalement, c'est l'électro, où il y a un savoir-faire français qui n'a pas forcément aux États-Unis, qui sont pourtant une référence en termes de musique populaire et commerciale, comme on dit. En France, il y a 40 ans de savoir-faire électro, quand on parle de Céron, quand on parle de Jean-Michel Jarre, quand on parle de R, quand on parle de Daft Punk, quand on parle plus récemment de Feder, d'Offenbach ou de David Guetta. Aux États-Unis, ils sont encore tout bébés en termes de musique électronique. Ils ont découvert la musique Eurodance il y a une dizaine d'années avec les premières tentatives de Red One pour Lady Gaga ou de David Guetta pour Black Eyed Peas. Et aujourd'hui, ils le déclinent avec des groupes comme Chainsmokers. Mais on est quand même sur un tout petit... on est quand même sur un savoir-faire français important, la French Touch. Juste sur les marqueurs de... Vous avez vite fait aborder, je t'ai fait la moue tout à l'heure, sur le mixage à la française, qui était un terme qu'on a entendu, qu'on est un peu musicien. Le fait de mettre la voix en avant plutôt que ou la rentrée, qui serait... Enfin, voilà, est-ce que on peut considérer ça comme un marqueur, pas de la chanson, mais peut-être d'un son français? Est-ce que... Et pourquoi tu avais fait la moue tout à l'heure? C'est autoréalisateur de dire ça. En fait, c'est... Non, mais... j'ai travaillé, à un moment, j'ai fait une enquête sur l'album de Mademoiselle K. Le premier, je ne sais plus comment il s'appelait, Ça me vexe, ou Ça sent les... Ça me vexe. Et j'ai donc réalisé un entretien avec l'ingénieur du son. Et il m'a dit, quand on mixe de la variété, c'était comme un dogme, quand on mixe de la variété française, si je vais mixer du Aznavour, je vais faire un suivi de la voix, c'est-à-dire qu'il fait syllabe par syllabe, il s'arrange pour que le niveau de la voix puisse être remonté. Et vraiment, ça prend des heures à faire. Et pourquoi? Parce qu'il faut que les paroles soient en avant, parce qu'il faut qu'on les comprenne. Mais il n'est jamais questionné. Il n'est jamais questionné. Et donc, l'ingénieur du son le fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Alors toi, tout à l'heure, tu faisais la moue. Alors, j'ai fait la moue parce que je me suis occupée de Céline Dion, de Tina Arena, de Natacha Saint-Pierre, de Julie Zenati. Donc, mais la voix devant, c'est des années de débat. Oui, mais surtout, voilà, pour prendre l'exemple de Céline Dion, que tout le monde connaît, elle chante en français et elle chante en anglais. Quand elle chante en anglais, sa voix est mixée moins. Il y a aussi une raison de langue. C'est-à-dire qu'en anglais, on comprend plus facilement quand on mixe les voix moins devant. En français, à cause des occlusives, des R, des mots qui sont un peu plus compliqués à prononcer, peut-être que c'est une vue de l'esprit. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin d'éclaircir un peu plus les voix. Et je sais que j'ai souvent, quand je fais appel à des mixeurs étrangers pour mixer un titre en français, ils vont le mixer tel que eux l'entendraient. Parce qu'on dit on va prendre un mixeur américain, comme ça va sauter French answer. Et finalement, on reçoit quelque chose et on dit ah oui, alors on va vous expliquer certaines choses. Là, vous avez coupé plus, en fait, on prononce le S. Enfin, il y a vraiment des moments où on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même manière les fréquences sont différentes. Alors en fait, il y a des phonèmes qui sont typiques du français. Il y a les U qui sont rares. L'allemand, il y a des U, mais aucune rime en U dans une chanson de R&B, ça n'existe pas. Voilà. Il y a les nasales, les un, on, en, et il y a le re, qui est aussi un son très très rare dans d'autres langues, et en particulier, il n'y en a pas en anglais. Et en fait, ces sons-là, à ma connaissance, ne passent pas ni mieux ni moins bien en termes d'équilibre acoustique par rapport à des sons instrumentaux qui les entourent. Par contre, j'ai fait attention parce que j'allais dire
Par contre, c'est vrai qu'en français, mais dans plein d'autres langues, il y a effectivement les occlusives, mais ça c'est des sons qui sont très très généreux dans toutes les langues. Donc le pe, le te, vous entendez ce que ça fait dans le micro, pe, te, que. Le que moins, et encore, vous voyez, ça je l'ai fait. Donc ça, c'est des occlusives, et effectivement, pour un ingénieur du son, c'est le cauchemar. C'est-à-dire qu'il faut surtout éviter qu'il y ait ce POC, ça s'appelle un POC, vraiment cet impact qui est très désagréable à l'écoute, et il faut l'enlever. Mais si on veut l'enlever, on l'enlève. Enfin, l'ingénieur du son, il peut le faire. Il peut garder le peu en enlevant le... Tout dépend vraiment de la production. Là, je nuance que ça dépend vraiment de la production. Quand on est sur une production très américaine qui a été pensée pour de l'anglais, avec un refrain qui est très hook, si c'est get up, on comprend même si c'est sous-mixé. Quand on essaye de le faire en français, d'expérience, d'où l'importance du franglais et de ces titres qui se répondent dans deux langues. Christine and the Queen a été très forte, mais Tal ou tant d'autres, c'est aussi pour ça. Mais après, Juste, je vais ajouter un petit élément et puis on va prendre une dernière question. C'était un entretien que je faisais avec cette coach vocale américaine ici au Studio des Variétés à Paris et qui travaille beaucoup avec donc, des artistes qui chantent en anglais ou en français, elle les accompagne, etc. Et bien sûr, elle était étonnée par cette capacité des chanteurs français à imiter les chanteurs anglais, donc à faire du yaourt. Elle était vraiment, elle savait que ça existait, elle en avait une idée, etc., mais elle ne savait pas à quel point les Français étaient bons pour faire du yaourt. Et par contre, ce qu'elle disait, c'était, en fait, elle s'est longtemps posé la question de qu'est-ce qui attirait, au-delà, bien sûr, de l'aspect médiatique, de l'aspect carrière, etc., de ce qui attirait les Français vers la langue anglaise. Et un jour, elle a eu une illumination et elle me l'a balancé comme ça sur la table. J'étais assez fasciné. Elle disait ce qui fascine les Français, c'est les diphtongues. Et en fait, les diphtongues, il n'y en a pas en français, on n'a presque pas. Et le français, c'est A-E-I-O-U. Et donc ça a ce côté très carré, alors que l'anglais passe d'une syllabe à une autre, d'un son à une autre. Et ça a ce côté un petit peu plus rond. Et pour elle, ça fait partie de ces choses-là qui, dans la langue, fascinent aussi le francophone, je dirais, de base. Il y a l'école américaine je réponds juste rapidement. Il y a l'école américaine aussi de production et de composition qui est de plus en plus importante en France. Traditionnellement, en France, les chansons de Brassens ou les chansons de Jacques Brel, on les composait à la guitare et en même temps, on développait la mélodie et les paroles. Aujourd'hui, c'est pas forcément la manière dont on fait une chanson pop. On travaille à l'américaine. Comment ça marche dans les studios américains? Vous avez des producteurs on ne distingue plus d'ailleurs le réalisateur, ce qu'on appelle aux États-Unis le producteur, du compositeur. Ils font l'instrumental. Et par-dessus, on a ce qu'on appelle un top liner. C'est par exemple Sia, que d'aucuns parmi vous connaissent peut-être, qui vont faire une mélodie par-dessus un instrumental. C'est l'école hip-hop, en fait, qui a complètement conquis l'ensemble de la pop. Et là où en France, c'est compliqué, c'est que Sia, quand elle va faire sa mélodie, elle va en même temps écrire les paroles. Et tout va venir naturellement. Alors qu'en France, on fait ce qu'on appelle un yaourt. Et j'ai tendance à dire que les mots en musique doivent rimer entre eux, mais les mots doivent aussi rimer avec la musique. Et si vous avez un ing ou une diphtongue ou un say ou un may ou quelque chose qui est intraduit, c'est pour ça qu'il y a souvent ça fait wa en anglais, et on se retrouve avec étoile, tous ces mots-là qui reviennent régulièrement, parce qu'on a un yaourt pour lequel on doit respecter les sonorités. Et en général, quand on a utilisé étoile 10 fois dans l'album, on dit on va faire quelque chose en franglais. Après, il y a quand même aussi une autre école qui continue d'écrire à la française. Oui, mais pas à mon avis pour la coach du Studio des Variétés, ils doivent être à l'école. Pour la production de masse, bon, effectivement, cas, pas. Mais... Eddie de Pretto, il l'affirme. Eddie de Pretto, il dit voilà, moi j'écris mon texte, après je le cale sur l'instru. Et puis c'est pour ça que des fois on a cette sensation chez certains chanteurs français qui veulent faire rentrer plus de mots qu'il y a d'espace dans certains moments musicaux. Mais certains n'hésitent pas à en virer pour rentrer aussi dans l'espace. On observe ça de plus en plus aujourd'hui. Oui, c'est justement ce jeu à l'inverse où on enlève des mots pour réussir à coller. Vous en parlez à la souterraine, vous avez ces discussions-là avec les artistes. Est-ce que c'est des choses qui fait partie de votre processus d'accompagnement des artistes? Pas avec tous, mais oui, pour certains, effectivement, c'est des conseils qu'on peut donner, ouais. Parce qu'on essaye aussi de faire un peu cette direction artistique à notre petit niveau, sur orienter ou donner des pistes, en tout cas de réflexion pour... Il n'y a pas de petit niveau, hein. C'est des écoles, et moi je me considère absolument pas supérieur. Il n'y a pas de c'était pas un rapport hiérarchique, pardon. Pour rebondir sur la la question précédente, aujourd'hui, l'accordéon, on ne le voit pas réapparaître, hein, en tout cas pas dans ce qu'on reçoit, nous.
Ouais, mais chez Claudio Capéo, oui. Oui, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais en tout cas, dans ce que nous, on reçoit... Ouais, bonjour. Bon, je me suis un peu perdu dans ma question. J'ai oublié. Tant mieux. Mais je voulais juste revenir sur la distinction entre variété et chanson que vous avez un peu abordé tout à l'heure, qui est une sorte de serpent de mer. On pense à la vidéo entre Gainsbourg et Béard où ils s'embrouillent un petit peu sur l'art mineur, majeur, machin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une question aussi un peu d'auteur là-dedans, un peu comme au cinéma, un truc très français, le cinéma d'auteur, machin. Aujourd'hui, dans le cinéma, par exemple, si on compare un film de Keshish et d'Antoniente, Camping 3 et le dernier Keshish, c'est pas la même chose qui est proposé à l'intérieur. Est-ce qu'en chanson, il n'y aurait pas aussi ce truc-là de ce qui va perdurer? Vous parlez tout à l'heure pour Warner, comment on va savoir ce qui va durer et pas juste le morceau écouté pendant longtemps. C'est pas aussi une proposition qui va faire un peu fi de ses influences et de tous ces milieux poreux et pour l'adapter en français, c'est un peu compliqué par rapport à l'anglais, c'est une langue prolixe, machin. La souterraine, c'est ce que vous faites, enfin, ce que les artistes de la souterraine font très bien en tout cas, c'est adapter des influences communes et en faire autre chose. C'est pas vraiment une question du coup, je suis désolé, mais si vous pouvez rebondir dessus, je sais pas trop comment. Après, chacun va voir la variété dans le potager du voisin, en fait. Moi, c'est un jugement de valeur, du coup. En fait, oui, c'est devenu un jugement de valeur, en fait. C'est peut-être idiot, c'est peut-être que c'est à dépasser, mais effectivement, moi, je vais voir de la variété où Vladimir en verra pas, et puis inversement. Donc, j'essaye de m'éloigner de ce concept-là, de variété versus chanson française. C'est pour ça que j'ai défini au début en disant pour moi une chanson française, désolé pour avoir accolé un adjectif à un concept, c'est une œuvre chantée en français, rien de plus, que ce soit Maître Gims, que ce soit PNL ou que ce soit Benjamin Biolay. Mais j'ai développé ça en disant effectivement, comme vous dites, c'est fonction de qui a fait l'œuvre et via quel canal elle passe. Après, oui, la différence est toujours payante et oui, quand on arrive avec une proposition qui est différente, on a plus de chances de marcher, plus de chances de durer aussi. Maintenant, la durée n'est pas forcément la qualité. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, tel qu'on pourrait l'apercevoir quand on fait la distinction variété française, chanson française. Les démons de minuit, aujourd'hui, c'est culte. Voyage, voyage, aujourd'hui, c'est culte. Viens boire un petit coup à la maison, c'est culte. Et à côté de ça, Né sous la même étoile de Hayam, c'est culte aussi. MC Solar qui sème le vent récolte le tempo, c'est culte. Brassens, c'est culte. Mais c'est pas forcément une notion chanson française, variété française. C'est la manière dont on va le percevoir et ce que ça va rappeler à chaque individu. Mais moi, j'aimerais ajouter, c'est vrai, on ne peut que souscrire au fait qu'il semble y avoir on va dire une hiérarchie ou un régime de valeurs ou d'authenticité qui valorise l'auteur, compositeur, interprète, qui a soigné son œuvre du début jusqu'à la fin, etc. Mais en même temps, il y a tellement de contre-exemples de Bachung, ou qui ont travaillé avec des paroliers, où il y a eu tout un processus, on va dire, collectif, jusque ce qu'on pourrait estimer être l'étape ultime, qui est ce que tu décris pour la pop anglo-saxonne, avec les top liners, etc., avec une myriade de producteurs, de gens qui participent, de beatmakers, où en fait le processus paraît complètement éclaté et complètement industrialisé, etc. Mais bon, ça fait quand même émerger aussi des personnalités, des choses. Et c'est vrai que, voilà, au final, j'ai l'impression que j'ai envie d'être d'accord, et en même temps, je vois tellement de contre-exemples que ça devient plus difficile. Sur le plan musical, j'ai travaillé il y a 2 ans sur comment on pourrait définir la variété en termes musicaux. Et j'ai proposé de voir suivisme et c'était donc transigence musicale et suivisme. Et une autre chose que je développais en cours avec des étudiants, je ne l'ai pas mise dans le même article, c'était le fait qu'il y avait une interchangeabilité. C'est-à-dire que si je prenais le répertoire, alors je ne sais pas si vous le classez dans la variété, moi oui, de Sardou, je trouvais que les textes et les... je ne sais pas. Les textes et les musiques comment dire, je m'amusais avec mes étudiants à leur dire, voyez ce texte-là, tiens, on va le mettre sur la musique de telle autre chanson, et à la limite, ça marchait presque mieux. Donc, pour revenir à DJ Chelou de tout à l'heure, on pourrait faire un Sardou en fait, juste les changeons.
Bon, merci beaucoup. Comment? En tout cas, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a une manière, enfin en tout cas, ce qui participe de ce régime de valeurs dont je parlais, c'est aussi un patrimoine poétique et littéraire qui existe par ailleurs et qui est une sorte d'échelon en fait, de comparaison. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir tenu, d'être resté. Bien sûr, venez nous poser des questions si vous avez envie. Je vous invite à suivre les revues Volume et Audimat sur Internet et à suivre les prochaines sorties. Et voilà, je remercie beaucoup nos invités, je remercie beaucoup la médiathèque et j'espère voilà, qu'on se retrouvera bientôt. Merci et au revoir.